Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Écoutez, on vient de passer une heure délicieuse avec Romain Bardet, que vous connaissez, je crois. Oh mais oui, je l'embrasse très très fort. On l'adore, on le suit de très près. Bon. Et moi, vous m'embrassez pas, moi. Monsieur Antoine, je vous embrasse très fort. Vous me manquez, voilà, vous me manquez, je vous le dis. J'espère. Nous aussi, une heure délicieuse s'annonce car nous recevons Étienne Klein, mais aujourd'hui c'est le fiancé de la montagne que nous recevons. Et en plus, comme il y a André Manoukian, ils seront deux fiancés à se disputer la montagne. Bon. Comme Romain Bardet dans le fond. Absolument, absolument, ça fait beaucoup de postulants. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Guillaume Fariol. Il devra trouver les mots justes pour rendre hommage à son lointain prédécesseur. Emmanuel Macron s'exprimera à 20h ce soir après la mort de Valéry Giscard d'Estaing hier à 94 ans, emporté par le coronavirus. Quelle trace restera-t-il de l'ancien chef de l'État ? Son nom peut-être qui s'affichera à l'entrée de Vulcania dans le Puy-de-Dôme, parc lancé par VGE dans son fief de l'Auvergne. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, veut le rebaptiser. On voudrait que Vulcania puisse devenir Vulcania, centre européen Giscard d'Estaing du volcanisme. Je trouve que ça a du sens, il s'est toujours battu pour l'Europe. Vulcania est inscrite à une échelle européenne. Je trouve que c'est une façon de rendre hommage à ce qu'il était aussi et que je ne voudrais pas qu'on oublie. Bien sûr, ça a été le président de grandes lois pour notre pays. Il y a toute la façon dont il a essayé de répondre à la France de la crise, à la France de l'après-1968. Mais il y a aussi cette dimension de l'élu local qui aimait l'Auvergne et qui a essayé d'apporter des choses à son territoire. Ce que je veux retenir aussi de lui, c'est cet aspect qu'on connaît moins, qui est celui de l'élu de terrain. Et quelles qu'aient été ses relations avec l'Auvergne, parfois complexes, faites à la fois d'engagement, d'amour, ensuite d'incompréhension, il y avait ça foncièrement chez lui. Et c'est pour ça, pour nous, c'est tout simple, mais c'est une façon de lui dire merci. Et que symboliquement, son nom soit attaché à une de ses grandes réalisations, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que je souhaite qu'on puisse proposer à la famille. Le nom de Valéry Giscard d'Estaing finira-t-il également sur la façade du musée d'Orsay, créé sous son impulsion ? C'est en tout cas la demande de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et de Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris. Les hommages arrivent aussi de l'étranger, d'Allemagne particulièrement, le pays marqué par les liens étroits entre VGE et le chancelier Helmut Schmidt. Notre pays perd un ami et un grand Européen. C'est la réaction de la chancelière Angela Merkel. Dans une heure maintenant, Jean Castex doit prendre la parole. Le Premier ministre va détailler la future campagne de vaccination contre la Covid-19 en France. Emmanuel Macron a déjà donné quelques indications. La campagne devrait se faire en 2 phases. La première, fin décembre, début janvier pour les personnes les plus fragiles. Une autre au printemps à plus grande échelle, car oui, les vaccins seront bientôt là. Au Royaume-Uni, celui de Pfizer a été approuvé. Première piqûre la semaine prochaine. Mais les pays les plus pauvres pourront-ils en profiter ? Le sujet est au cœur d'un sommet des Nations Unies qui vient de s'ouvrir. Peu de chances que cette réunion règle la question, Bertrand Galichet. L'initiative de ce sommet sur le coronavirus revient au groupe des pays non alignés, souvent pauvres, inquiets de la future répartition des vaccins sur la planète. Un enjeu auquel cette réunion virtuelle de l'ONU ne répondra pas, explique Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales. Il va y avoir beaucoup de professions de foi, la main sur le cœur. Donc de cette Assemblée générale, on ne peut rien attendre de véritablement concret. Et puis j'ajouterai un argument lâche, mais qui est probablement dans la tête de beaucoup. On craignait une déferlante du Covid-19 sur l'Afrique et l'Afrique finalement a bien résisté. Ça peut être un alibi assez honteux pour ceux qui préfèrent s'occuper d'abord de leurs propres affaires. Les États-Unis se sont abstenus lors du vote sur la tenue de ce sommet et s'opposent officiellement à ce que l'Organisation mondiale de la santé y joue un rôle important. En avril dernier, une résolution réclamant un accès équitable aux vaccins a été adoptée par les 193 États membres de l'ONU, un texte non contraignant. Le Conseil de sécurité, lui, s'est prononcé sur le sujet une seule fois, en juillet. C'était pour appeler à l'arrêt des combats dans le monde afin de faciliter la lutte contre le coronavirus. Explication de Bertrand Galichet. En France, de nouveau, 15 ans de prison requis à l'encontre
l'encontre de Joël Le Squarnec, jugé aux assises de Charente-Maritime. Il est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 4 mineurs. Verdict attendu ce soir. Premier procès dans une affaire hors norme. Au total, l'ancien chirurgien est soupçonné d'avoir abusé de plus de 300 victimes. Il est désormais poursuivi pour 10 infractions. Claude Guéant est mis en examen pour association de malfaiteurs. C'est l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Ces nouvelles poursuites sont injustifiées, assure l'avocat de l'ancien ministre. Selon lui, elles ne prennent pas en compte le revirement du principal témoin Ziad Takieddine le mois dernier. Nicolas Sarkozy est aussi mis en examen pour association de malfaiteurs dans cette affaire. Le tacle du ministre de l'Intérieur à des idoles de la jeunesse. Gérald Darmanin critique la dignité sélective des sportifs. Ceux qui ont dénoncé l'agression par des policiers du producteur Michel Zecler à Paris il y a 10 jours, Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé avaient fait part de leur indignation sur les réseaux sociaux. En ces temps de pandémie, voilà un événement particulièrement à risque. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, reportés l'an dernier, ils auront lieu cet été avec des milliers d'athlètes. Le Japon a finalisé son protocole sanitaire et il sera bien sûr très strict, Guillaume Batin. Un document de 54 pages fixe dans le détail les règles d'accueil et de vie pendant la durée des compétitions. Les athlètes devront se faire tester dès leur arrivée sur le sol japonais et ensuite tous les 4 à 5 jours. Les cas positifs seront envoyés dans un lieu baptisé Centre de contrôle des infections. Pour les autres, les interactions sociales seront limitées dans le village olympique. Port du masque obligatoire sauf pendant les entraînements. Logique, plus étonnant, il sera demandé aux participants de ne pas parler trop fort et au public carrément de se taire dans les tribunes, comme cela a déjà été expérimenté. Le non-respect du règlement provoquera des sanctions jusqu'à l'exclusion de la compétition et les Japonais ont la réputation d'être particulièrement à cheval sur le respect des règles. Des mesures qui vont rendre ces jeux différents, a dit Toshiro Muto, le directeur général du comité d'organisation, mais il espère que l'émotion provoquée par le sport sera une source d'espoir. Guillaume Batin, et puis un mot de météo, prudence dans les Hautes-Alpes, placé en vigilance orange, neige, verglas, premier flocon attendu dans la nuit. Aujourd'hui sur France Inter, le vaccin, chacun son tour dans le téléphone sonne. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Ce soir, le Premier ministre annonce la stratégie vaccinale de la France. Qui, pour commencer, à quelle cadence, pour quel pourcentage de la population, où irons-nous nous faire vacciner? On en parle ensemble juste après au 01 45 24 7000. Et l'actu du monde, c'est dès 18h. Aujourd'hui, nous sommes au Venezuela. Le 18-20, 2 heures d'infos internationales et interactives. À tout à l'heure sur France Inter. Une maison, plus on prend soin d'elle, plus elle prend soin de nous. C'est pourquoi chez Leroy Merlin, toutes nos équipes sont mobilisées pour vous aider à être bien chez vous. Nous continuons de vous accueillir dans nos magasins dans le plus grand respect des règles sanitaires et nous assurons le retrait 2 heures en magasin de toutes vos commandes passées en ligne. Plus d'informations sur leroymerlin.fr. 17h07 sur Inter par Jupiter. Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Guillaume Fariol. Jupiter, bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Guillaume Fariol. Dites, ça fait 4 jours que vous faites le flash là, quand même. Oui, demain aussi, ça fera 5 du coup. C'est fatigant quand même. Non, ça va, je suis encore un peu en forme. Et vous, ça va comment? Non, ça va très bien, nous, on est à fond. Super. Ouais, bien sûr. Alors écoutez, je vous sens très enthousiaste, alors on va y aller. Très bien, je vous dis à demain. À demain. Vous serez là. Je serai là. « 9h dans le bureau de Par Jupiter. » C'est Étienne Klein invité. Oh là là, il est brillant. J'ai lu son livre, Psychisme ascensionnel. Ascensionnel? Pourquoi? Parce que c'est une sommité? Parce qu'il a la passion de la montagne et des cimes. C'est son lieu de prédilection, son topos. La montagne, c'est vraiment une drôle d'idée. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que l'Assemblée nationale. Moi, c'est mon jardin d'Éden, l'Assemblée nationale. Ah bah alors moi, mon jardin d'Éden, ça serait Puligny-Montrachet. Attends, c'est qui? C'est un joueur de foot de Saint-Etienne? On parle pas de ton poteau, mais de ton topos. Ignare que vous êtes. C'est un vignoble de Bourgogne et c'est le meilleur. Mon topos, c'est une vigne. Ah, et toi, Charline? Oh, il y a plein de belles choses à visiter avant de quitter la vie. Ok, non, Charline, on sait que c'est pas facile cette période, mais là, vraiment, faut se ressaisir. Bah oui, on dirait une électrice de Benoît Hamon, là. Non, mais vous n'avez pas le monopole des topos. Des topoïs. Ouais, on dit topoi au pluriel, c'est du grec. Ah bon? Mais alors, Tolstoï, c'est au pluriel? Ils étaient 2, en fait? Non, je voudrais regarder la France au fond des yeux. Au singulier, ça fait Tolstos. Et pouvoir dire au revoir. En même temps, il n'était pas grec. Eh oh!
Vous revenez là? Oui. Ouais. Bon, Charline, c'est quoi ton topos, ta montagne à toi? Ah, moi, ma montagne, c'était un volcan d'Auvergne. Oh punaise, j'y suis. Vulcania, elle pleure VGE. Oh non, mais faut pas te mettre dans un état pareil, Charline. Ouais, mais non. Puis ça va être quoi le jour où ça sera Sarko? Bah oui, il fallait bien qu'il parte un jour. Allez, viens plutôt prendre le bon air avec nous. Et puis tu sais, les montagnes, eh ben elles ont l'âge à Valérie. Bonjour la France Inter et bienvenue au commissariat à l'énergie comique, dont voici la devise: aimons-nous vivants, n'attendons pas que le Covid nous trouve du talent. François-Valéry Giscard d'Estaing. Au menu aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère de la 5G. Orange la déploie aujourd'hui dans 15 villes. L'opérateur historique, comme on dit, s'est mis à la page, suscitant les craintes des uns et l'excitation des autres. Mais c'est pas possible. Mais elle est où l'antenne? Je suis en edge, je vais mourir. Si elle descend de la montagne à cheval, c'est 135 € d'amende. Et si elle descend de la montagne suisse à cheval, c'est direct en camp de rétention. Castex s'est renseigné, il n'est pas prêt de conclure avec les Suisses. La seule raison qui pousserait Genève à coopérer avec une autorité étrangère serait que le crime qui est poursuivi soit aussi considéré comme un crime en Suisse. Mais il y a peu de lois suisses qui répriment ce genre de petites irrégularités. Juliette. 2022 verra l'anniversaire des 60 ans des Rolling Stones. Mazette, des noces de diamants certes, mais comme le dit Keith Richards dans une interview Fleuve récente, pour l'instant, tout ce qu'on prévoit, c'est de rester en vie. Et ouais, c'est qu'il est né en 43, comme Johnny Hallyday et Janis Joplin. Mais lui, il a un vrai secret. N'achetez pas de drogue. Si vous devenez une rockstar, on vous la refilera gratuit. Et sans transition, à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud. Juliette Arnaud avec, pour entourer notre invité protéiforme, j'ai pensé qu'il ne nous fallait pas moins de 3 chroniqueurs. Avec d'abord l'autre homme des montagnes. Oui, c'est vrai qu'il a le poil du Yéti et la démarche chaloupée du Dahu, mais surtout, il vit à Chamonix. André Manoukian. Bonjour Charline, bonjour Juliette, je me réjouis d'être à côté d'un vrai héros, Étienne Klein, qui lui a fait pour de bon le tour du Mont Blanc en courant. Vous imaginez, quand moi je regardais les copains qui arrivaient en buvant des coups. Et tout d'un coup, quand j'ai arrivé, j'ai fait Étienne. Voilà. Et voilà, on a bu des coups. Et on saura tout à l'heure ce dont... Ah mais non, je vais chroniquer une chanteuse formidable. Oui, Elle s'appelle la Chica. Je l'aime. C'est une chamanou comme on les aime. Voilà, tout à l'heure. Vous nous laissez maintenant, monsieur. Voilà. Là, ensuite, on aura celui qui est notre génie des alpages, mais ne jamais le suivre dans ses hauteurs. Vous n'êtes pas prêts. Il est le mal des montagnes à lui tout seul. Oh là là, Guillaume Meurice. beaucoup trop d'honneur. Bonjour à tous. Je vais vous parler de Giscard, évidemment. Quoi d'autre aujourd'hui? En faisant un petit parallèle avec Macron, qu'en pensent les Français qu'ils sont? Tous les deux excessivement intelligents. Eh oui, ça c'est un problème qu'on n'aura jamais. Non, c'est certain. Enfin, un vrai disciple du poète latin Horace, vous savez, celui qui cueillait le jour. D'ailleurs, son épitaphe à lui sera « Il vivait chaque raclette comme si c'était la dernière ». Aymeric Lompré. Yo à tous. J'ai pas trop eu le temps d'écrire là cette semaine, du coup je vais faire de l'impro. Ah, c'est dommage. Bonne idée, tiens. Super, formidable. Jazz. Et voici celui qui a donc la très lourde tâche de nous élever un peu. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Étienne Klein. Oh là là. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupilemi. Bienvenue Étienne Klein. Merci à vous pour cette invitation qui m'a surpris. Ah bon? Ah ben non, pourquoi? Parce que j'ai pas l'habitude de rigoler. Oh, je suis sûre que non. Alors, nos auditeurs vous connaissent bien, hein, physicien, philosophe des sciences, et aujourd'hui, le fiancé de la montagne. Vous publiez Psychisme ascensionnel, un long entretien avec Fabrice Lardreau, c'est publié chez Artaud. Petite première question, avez-vous procédé à cet échange à l'oral ou par écrit, ce qui change tout pour la lecture d'un livre? À l'oral, avec relecture ensuite de ce qui a été retranscrit. Ah, il y a eu peu de modifications. Il y a une grosse erreur dès la première page. Lisez pas la première page. Je me suis trompé sur le nombre de mes frères et sœurs. Oh bon, ça va, c'est une petite erreur. Vous êtes rudement... Ça va être un joli Noël. J'ai écrit j'ai 6 frères et une sœur, alors que la vérité est que j'ai 5 frères et une sœur. Et c'est l'un de mes frères qui me l'a fait remarquer. D'accord. Mais vous êtes rudement balèze à l'oral alors, parce que ça paraît... Moi j'aurais cru que vous l'aviez fait à l'écrit. Non, mais j'ai dû écrire ou réécrire. J'ai 6 frères et sœurs et puis une transformation a fait que j'ai mal calculé. Voilà. D'accord. Juliette. C'est une collection qui s'appelle Versant intime et
c'est vrai que, au moins dans les 30 premières pages, on retrouve la sémantique du discours amoureux. Je vous cite: « J'aime la montagne, elle doit m'aimer en retour. J'y ressentais plus de joie qu'ailleurs. Plaisir extraordinaire, enjeu libidinal. » C'est quasiment un roman d'amour ou quoi ? C'est un peu ça, d'autant plus que vous avez dit que c'est une histoire de vérité, de vrai. Or, l'anagramme du titre de la collection, Versant intime, c'est sentiment vrai. Oh là. Oh la vache. Ouais. Ah ben ça calme tout le monde, ça d'un coup. Alors là, on est séché. Vous citez à un moment Nietzsche. Oui, alors attention, on n'est pas... Ah oui, on part comme ça, faible. vraiment, c'est une émission. Vous dites, ne prêtez foi à aucune idée où les muscles n'aient été eux aussi de la fête. Et ça, je pense que pour le commun des mortels, c'est pas une idée si évidente que ça, parce que pour nous, par exemple, on voit souvent, quand on pense à un intellectuel, on pense au penseur de Rodin, qui, en plus d'être une sculpture, est dans une position immobile. Ou la tour d'ivoire. Oui, il y a eu ce débat au XIXe siècle. Flaubert disait on ne peut vraiment bien penser qu'en étant assis. Et Nietzsche qui dit non, la pensée elle est musculaire, il faut penser en mouvement. Et une pensée qui vient alors qu'on est assis est suspecte. Et il y a un bon compromis d'ailleurs qui fait la synthèse entre ces deux. Le gainage. Non, je pratique. Non, c'est le vélo. Ah oui, évidemment. On est assis, on avance. Oui, bien sûr. Le vélo, et puis il y a Rousseau aussi. Qu'est-ce qu'il a dit Rousseau ? Dans les rêveries du promeneur solitaire, il parlait beaucoup de ça, de la marche, et de la marche notamment en montagne, où il disait qu'il pensait mieux. Et que l'ascension est une élévation de l'âme. Et Chateaubriand, qui va à la mer de glace, au Montanvert, dit qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On n'y voit rien, il fait froid, on a mal aux pieds. Rousseau, et surtout ses disciples, ont écrit de grosses bêtises. Alors, ça veut dire que vous... Pardon, excusez-moi Juliette. Ça veut dire que vous avez dans votre travail et vos recherches une partie du travail qui peut être effectuée assise, mais une autre où il est indispensable que vous déployiez de la force physique, que vous soyez à l'air pur. Oui, mais j'en fais pas une loi générale, chacun fait comme il veut, mais il est vrai que quand on a fait une course en montagne, soit de randonnée, soit d'alpinisme, quand on revient, on a l'esprit aéré, dégagé, on a d'autres idées, on s'est ouvert l'esprit justement, et on peut avoir des idées ou des sensations. Alors ça veut dire que Jean Castex, il veut pas qu'on ait des idées, j'ai l'impression en ce moment. Hein. Non, au contraire, il faut qu'il y ait un effort, parce que la remontée mécanique, voilà, c'est pas un stratagème efficace. André ? Non, je suis d'accord, moi je suis adepte de la montagne aussi, mais la montagne c'est une initiation aussi, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'à la base c'est pénible quand on est gosse. Moi mon père il m'a fait faire le tour du Mont Blanc, j'étais tout gamin et tout, et quand on marche on dit mais pourquoi il y a des voitures, il y a des téléphériques, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, tu verras là-haut, ça sera beau. Ok, mais quand est-ce qu'on va arriver ? Eh bien, après les arbres. Et donc, après les arbres, il y a toujours des arbres. Donc, en même temps, il y a une idée de l'infini, jusqu'au jour où on comprend que finalement, le but n'est pas très important, mais c'est de mettre un pas devant l'autre. Et c'est un peu comme là, dans la démarche du musicien. Et en fait, ça. Et ce que disait. C'est pas vous l'invité, hein. On reçoit André. C'est quand même Étienne Klein. On va... Dédé. Vous voulez réagir peut-être, Étienne ? Mon guide, quand je trouvais que le temps était long, en effet, il me disait « T'inquiète pas, on arrive à moins le quart ». Juliette, une question encore ? Dans ce psychisme ascensionnel, vous faites ce que vous appelez l'éloge des sports d'épuisement. Et vous dites que vous en faites éloge pour deux raisons. D'abord parce que c'est vrai que c'est un sport où il n'y a pas d'arbitre, et parce que vous parlez des sensations délicieuses que provoque la fatigue physique. Oui, parce que la plupart de nos fatigues sont psychologiques. Pour s'épuiser physiquement, il faut vraiment... envoyer du bois, comme on dit. Mais précisément, c'est quoi en fait, ces sensations ? Personne ne sait ce que peut le corps, c'est la question. Alors, on va citer un autre philosophe qui est Spinoza. Mais personne ne sait à l'avance ce que peut un corps. Et la plupart de nos fatigues sont des fatigues liées à la vie qu'on mène dans les grandes villes, mais physiquement, il me semble que les limites sont beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Et est-ce qu'il vous a semblé, en faisant de l'alpinisme ou du trail, que vous avez fini par le connaître, votre corps ? Non, parce qu'à chaque fois qu'on croit l'avoir vraiment compris, on tombe sur de nouvelles situations et on réagit d'une façon qui nous surprend. Donc non, on ne connaît pas complètement, mais en tout cas, on apprend à vivre vraiment, c'est-à-dire à s'excurser. On va se faire voir ailleurs d'une certaine façon, on va faire des choses qu'on n'est pas censé devoir faire, et on découvre que dans cet ailleurs où on va, on est encore présent. Et donc les limites de son corps, de l'imagination qu'on a de ce qu'on peut faire, sont dépassées. Et donc, je trouve que c'est une sorte de compagnonnage agréable avec soi-même, dans des conditions qui ne sont pas du tout habituelles. Mais vous voyez bien, mon corps, il n'est pas du tout fait pour faire le trail. Dites pas ça. Vous êtes super bien gaulé. Je sais pas, on voit pas très bien, vous êtes quand même très habillé. Je ne m'entraîne pas beaucoup, etc. Donc, on voit des gens faire des exploits comme ça, alors que physiquement, ils ne sont pas capables de le faire. Donc, c'est une affaire de mental.
Et toute la course, c'est une compétition entre ce que le corps indique en termes de douleur, par exemple, et puis ce que l'esprit, le mental, comme on l'appelle, veut qu'on fasse. Et il y a une devise que j'aime beaucoup, qui est celle qu'a inventée Murakami, qui lui fait des courses de longue distance aussi. Et il disait la douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. Donc par exemple, quand vous avez mal au genou, il ne faut pas dire j'ai mal au genou. Parce que si j'ai mal au genou, alors c'est tout moi qui a mal. Il faut dire mon genou a mal. De sorte que la douleur est circonscrite et ne pollue pas la volonté de l'âme. C'est beau. Ce que vous expliquez d'ailleurs, ça figure dans le livre qui s'intitule Psychisme ascensionnel, qui est très agréable à lire, où on vous connaît un peu mieux, où il est question aussi d'Einstein ou de Keith Richards. Étienne Klein, donc c'est paru chez Artaud et il est avec nous jusqu'à 18h, les amis. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. On s'électrocutait souvent lorsqu'on s'embrassait un peu trop longtemps, et encore aujourd'hui et maintenant. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. Song for Jedi, c'était Dionysos sur France Inter. Par Jupiter reçoit Étienne Klein. Juliette, pour entourer notre invité. Eh bien, un autre homme des montagnes, André Manoukian. Guillaume Meurice n'est pas très loin. Et l'homme des Cévennes, Aymeric Lompré. J'espère que Guillaume Meurice n'est pas très loin, parce qu'on a un journal à faire ensemble. Je suis là. Alors on parlait de Greg Lemon. Ça veut dire lemon, ça veut dire citron. Alors vous comprenez pourquoi il gagne les courses, c'est parce qu'il est pressé. Le journal de presque 17h17. On se bidonne pas, mais c'est quand même une blague qui donne à penser. C'est formidable. On commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera donc de la mort de Valéry Giscard d'Estaing. On parlera donc de celui qui a lâché la barre. On reviendra aussi sur ce qu'il se passe chez Debout la France. Ah, on parlera donc de mecs qui se barrent. Et enfin, on parlera de... Bon, j'ose pas trop le dire, mais de Patrick Bruel. Ah, bah on parlera donc d'un mec qui a... Non, je vous vois un mec qui a connu Raymond Barre. Ah, c'est mieux, très bien. Oui. Bon, ça c'est bien. Je préfère. Vous pensiez que j'allais dire quoi? Non, rien. Je Allez. vois pas du tout. Donc on commence par l'info du jour. Oui, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est mort à l'âge de 94 ans des suites du Covid. Le dernier grand président. Ah bon, vous étiez admiratif? 1m89. C'est grand, hein. Sarkozy 1m66, Hollande 1m70. Ok, merci, c'est brillant. Ouais, c'est brillant. Suite à cette disparition, Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h. Macron, dès qu'il y a un mort, il est là pour rendre hommage. Hein. De là à dire qu'il cherche à détourner l'attention des autres problèmes avec un pas. Hein, Oui, un pas que vous n'allez pas franchir, n'est-ce pas Guillaume? Ah, c'est trop
trop tard, je l'ai franchi. Ah, ça va vite, hein, ce genre de choses. D'ailleurs, Attention, hein. Valérie Pécresse et Rachida Dati proposent de rebaptiser le musée d'Orsay au nom de Valérie Giscard d'Estaing. Oui, alors moi j'aurais plutôt rebaptisé la rue des 5 Diamants dans le 13e. Je sais pas pourquoi, mais... Et puis attention, ce séisme politique, Oui. il y a une 60aine de cadres de Debout la France qui quittent le parti pour former un collectif satellite du Rassemblement Ah, national. c'est une info absolument incroyable, hein, on peut le Bah dire. non, Guillaume, c'était Enfin, écrit. Enfin, ça n'a rien de surprenant, ils sont tellement proches du RN. Non, pas du tout. L'info incroyable, c'est de découvrir qu'il y avait 60 personnes chez Debout la France. Parce que moi, je pensais que c'était 4 ou 5, quoi. C'est fou, hein. Économie toujours. Oui. À présent, pour les restaurateurs, Bruno Le Maire demande le gel des primes d'assurance. Ça change parce que face au GAFA, Bruno Le Maire, il avait demandé le gel lubrifiant. Politique. C'est une métaphore. Toujours. Saïd Ahmada, député En Marche des Bouches-du-Rhône, explique avoir mis en garde son fils en cas de contrôle par la police. Ex. Hein ? C'est ex-député En Marche. Enfin, après, c'est juste le temps que le recommandé de son exclusion arrive chez lui. Parfois, il y a un petit délai avec la poste, mais ça arrive là, à mon avis. Très bien. Ouais. Covid-19 et des dépistages massifs vont bientôt être organisés à Saint-Étienne et au Havre. Oui, ça c'est normal. Le Havre et Saint-Etienne sont forcément des foyers de Covid. Hein. Ah bon, mais pourquoi ça ? Les gens qui décident de vivre à Saint-Etienne ou au Havre, déjà, ils n'ont pas de goût. Donc voilà, le goût de vivre, ils l'ont perdu déjà. Et ça, hein. Allez, on enchaîne avec les fêtes de fin d'année. Les producteurs de foie gras appellent à consommer français. Ça, c'est bien. La torture, oui, mais la torture française, madame. Une tradition. International, maintenant, les autorités indonésiennes font détruire des centaines de sextoys. Ah mince. Je crois qu'on vient de perdre Juliette Arnaud. Dis donc. International toujours, l'ONU reconnaît officiellement l'utilité médicale du cannabis. Merde, je crois qu'on vient de perdre André Manoukian, dis donc. On termine par une brève, car en Belgique, une sexagénaire s'est fait escroquer de 3 700 € par un faux Patrick Bruel sur WhatsApp. Là, on rappelle à nos auditeurs comment faire la différence entre le faux et le vrai Patrick Bruel. Si sur les photos, il garde son slip, là, c'est le faux. Service public, c'est aussi ça. Voilà. On vient de parler de slip. Oui. On va passer tout de suite à la 5G. À la discussion avec Étienne Klein, tranquillement. Sur quoi ? Alors, sur la 5G, justement. L'opérateur historique de téléphonie mobile en France, Orange, lance son réseau 5G aujourd'hui dans 15 villes de France. Sans que nous l'ayons vraiment choisi, sans vrai débat posé ni connaissance solide, nous entrons dans un monde où nous pourrons envoyer nos photos avant même de les avoir prises. Une grosse accélération qui suscite quelques craintes chez certains d'entre nous. Ça va vite. Allez ! Laisse-toi aller. C'est fastoche. J'y vais, mais j'ai peur. Ça va vite. Vas-y, ça va vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Et voilà, Josiane est donc passée à la 5G. Alors, Étienne Klein, vous avez écrit une tribune parue dans l'Express à ce sujet. Avez-vous compris vers quel horizon nous conduit la 5G ? Vous effleurez cette question d'ailleurs dans cette tribune. Je pense qu'il est normal que les gens décident collectivement du type de compagnonnage qu'on doit faire avec les nouvelles technologies. Donc beaucoup réclament des débats, des moratoires, etc. Mais moi, ce qui me frappe, c'est de voir qu'il y a une relative décorrélation entre la compétence et la militance. Et ça vaut pour tous les sujets technologiques, que ce soit le nucléaire, les OGM, la 5G ou d'autres. On a tous un avis très tranché, pour ou contre. C'est faux. Ah oui, si, d'accord, okay. Je m'en rends compte maintenant. Mais c'est comme si le fait d'avoir un avis nous dédouanait de l'envie ou de l'obligation de s'instruire. Et c'est ça qui me fascine. Et quand on organise un débat, il faut se mettre d'accord sur ce qui revient au discours des experts, parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle, ce qui revient à la discussion générale, parce qu'on est en démocratie et les gens doivent décider de ce compagnonnage. Et puis ce qui revient à la décision politique, il faut se mettre d'accord sur la façon d'organiser ce débat. Et j'ai pas l'impression qu'en France, on y arrive très très bien. Est-ce que les Français écoutent vraiment avec attention les scientifiques et les experts dont vous parlez ? On se souvient qu'au début de la pandémie, on était très accrochés à la parole scientifique, le gouvernement l'était aussi. Ensuite, on a eu cette impression, mais ça n'est qu'une impression, que le gouvernement s'en détachait. Une partie des Français aussi devenait plus sceptiques vis-à-vis des scientifiques. Est-ce que c'est un cliché ? Enfin, moi qui suis belge, j'ai une sorte de cliché sur les Français, c'est ils n'écoutent pas leurs scientifiques ou leurs intellectuels. Mais au début de la pandémie, moi je me suis dit qu'on avait une chance historique de faire de la pédagogie scientifique, d'expliquer tous les jours, presque en temps réel, comment ça marche la recherche, quelles sont les choses qu'on connaît bien, les questions qui se posent encore, expliquer ce que c'est qu'un essai en double aveugle, un essai randomisé, comment on utilise les statistiques, pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité.
c'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il n'y a plus des grenouilles. on a l'occasion d'expliquer tout ça. Et au lieu de faire ce travail de pédagogie, et on aurait pu le faire puisque les Français étaient attentifs quand même, ils voulaient comprendre, ils avaient peur, et bien on organisait des clashs à la télévision de gens dont on connaissait les opinions a priori, on savait qu'elles étaient opposées, donc on a remplacé le vrai débat. Je vous rappelle que débattre, c'est un mot qui veut dire ce qu'il faut faire pour ne pas se battre, par des espèces de joutes qui créent... Ouais, alors que c'est le contraire, là on se fout sur la gueule sur les plateaux télé. Et donc je m'interroge sur la façon de réinventer une forme d'ingénierie sociale, j'aime pas le mot mais j'en ai pas trouvé d'autres, qui permettent de trouver le moyen de décider de ce qu'on veut faire avec la technologie. D'accord. Et donc c'est une question que vous posez, enfin que vous laissez sur la table à laquelle il faut réfléchir. Oui, parce que ça marche pas bien, comme je l'ai dit, il y a eu des débats sur le nucléaire, sur les nanotechnologies qui ont été des fiascos. Et je pense que nous jugeons des technologies non pas à partir de leur réalité objective et matérielle, mais à partir d'une sorte de halo symbolique qu'elle rayonne. Par exemple, si vous dites la 5G, ça permet de voir des films pornographiques dans les cabines d'ascenseur, vous créez une sorte de halo symbolique. Si vous dites la 5G, ça permet d'opérer des gens à distance, vous créez un autre halo symbolique. Et donc, c'est pas la réalité même des technologies qu'on peut ignorer tout à fait. Personne ne sait vraiment dire ce que c'est que la 5G, ni ce qu'on met dans un réacteur nucléaire, ni ce que c'est qu'un OGM. Personne n'en sait rien. Mais il y a un halo qui entoure ces innovations, appelons-les comme ça, qui nous permet d'avoir un jugement politique sur elles. Et je vous renvoie donc à cette tribune parue dans l'Express, signée donc Étienne Klein. Et puis nous reviendrons aussi à l'amour de la montagne, d'autant qu'il y a André Manoukian dans la place. Alors moi, je vais vous parler d'une chanteuse formidable qui s'appelle La Chica. Au début, c'était La Chica de Belleville, puisqu'elle était entre le Venezuela et Belleville. Et puis maintenant, elle s'émancipe et c'est La Chica tout court, comme un totem, comme un emblème. Elle nous emmène dans un voyage initiatique. Il y a de l'expérience de Castaneda à l'écoute de son nouvel album La Loba, la louve en espagnol, qui paraît demain son nouvel album, sauf que pas besoin de peyote pour rencontrer sa divinité intérieure. Alors pour les quelques amis rationalistes qui nous écouteraient, petit rappel sur Carlos Castaneda, anthropologue américain qui écrivit dans les années 60 une série de best-sellers, 28 millions d'exemplaires traduits en 17 langues au titre évocateur. Écoutez Guillaume, ça fait rêver. L'herbe du diable et la petite fumée, Histoire de pouvoir, Le don de l'aigle, Le feu du dedans. Oh, le feu du dedans, je connais ça tout. Bref, tous ces ouvrages relataient quoi? L'enseignement chamanique qu'il reçut d'un homme de connaissance yaqui dénommé Don Juan Matus. Et là déjà, dans les 70s, il y a débat. Mon cher Étienne, ça clash. Pourquoi? Parce que, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que le succès phénoménal de ces bouquins raconte en fait beaucoup sur l'époque, les années 70, où sévit la guerre du Vietnam. Il n'y a pas encore les théories du développement personnel et autres bouquins sur le bien-être ou sur l'ouverture inopinée du chakra du cul. Mais en fait, Castaneda répond déjà à un manque de cette époque, le dégât collatéral majeur du monde moderne qu'exprimait Blaise Pascal. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et ce vide que rien ne peut combler rend l'homme avide. Vous savez la fameuse quête de sens qu'avaient à la bouche les 4 publicitaires de TF1 à la fin des années 90. Le chamanisme raconté par Castaneda donnait tout d'un coup une réalité tangible au monde des esprits. C'est là sa principale qualité. Les rencontres avec des animaux effrayants, ces projections de notre psychisme en fait libérées par les psychotropes, les plantes de pouvoir, l'herbe du diable comme le peyote ou l'ayahuasca. Alors le problème, c'est qu'il n'a pas présenté ses livres comme des fictions poétiques, mais comme une réelle expérience qu'il aurait eue avec ce chaman qu'il aurait initié, Don Juan Matus, qui eut aux fesses tous les illuminés du monde, mais que personne jamais ne trouva, et pour cause, il n'a pas existé. En gros, Castaneda, c'est un peu le Didier Raoult des anthropologues. Oh là là, oh là là, oh là là. Ses collègues crient au scandale, mais lui, il entraîne d'une certaine manière ses compagnons sur le chemin de la conscience. C'était Alexandre Jodorowsky, ce cinéaste poète chilien, qui est toujours là, qui en parlait le mieux. Il disait, il y a 3 possibilités d'interpréter son travail. Soit il mentait, et par conséquent il était un génie, ou bien il disait la vérité et le monde est merveilleux, ou bien il croyait
croyait ce qu'il écrivait et il était fou. Moi, je suis dans la 3e catégorie. Ainsi, à la fin de son apprentissage, par exemple, Castaneda doit sauter dans un ravin et son guide lui dit: si tu n'as pas réussi à assembler un autre monde avant d'arriver au fond, t'es mort. Bah, ça fait gamberger, ça. Surtout quand on fait le tour du Mont Blanc, ma mamie. Aujourd'hui, dans nos sociétés déritualisées, la musique est le dernier espace de magie. Et dans le monde de la musique, la chica est une des chamanes les plus puissantes. La loba, la chanson qu'on va écouter, la louve, c'est la légende d'une vieille femme mexicaine qui redonne vie au corps éteint. Elle ramasse les os et son chant sacré les ramène à la vie. C'est le chant féministe de la chica, son chant d'énergie pour les femmes. On peut, dit-elle, avoir été brisé par un mari, une relation, la société, un système clairement pas fait pour les femmes. Eh ben on se relève, on revit. On peut mourir plusieurs fois dans une vie et on va renaître parce qu'on est puissante et parce qu'on est des louves, parce qu'on est des sorcières. Moi perso, j'adore les sorcières. I was down when I woke up. He was there. I could touch his face. I was feeling so close, his presence, but he faded away in my memory. Drink your memory, swallow my wish. I wanna be drunk till tomorrow. Drink your memory, swallow my wish. I wanna be drunk till tomorrow. Drink your memory, swallow my wish. I wanna be drunk till tomorrow. Drink your memory. I wanna be drunk. I have no brain, saturated with smoke and despair. I would rather talk with the essence. I feel the pillow. I don't want to dream again. I'm his ghost. Drink your memory, swallow my wish. I wanna be drunk till tomorrow. Drink your memory, swallow my wish. I wanna be drunk till tomorrow. Drink your memory, swallow my wish. I wanna be drunk. Drink your memory. Drunk. Voilà, c'était la chica. Alors, c'était pas le titre la loba. Ça fait rien, une petite confusion, mais c'est de ma faute. En tout cas, c'était Drink, mais toutes ces chansons sont sur l'album qui va paraître demain. Il faut toutes les écouter pareil. Alors, Drink, toujours par rapport à l'incantation chamanique et tout ça. Bien sûr. Et c'est vrai que le chamanisme est très important, et surtout quand on va à Chamonix, parce que on n'est plus à l'antenne, André. Chamonix, Nous, on va vous laisser. Ça vient du chaman. Et à côté, pour moi, Étienne Klein est un des plus grands chamans qui soit. Merci André Manoukian. Parce qu'il parle aux esprits. C'est pas de votre faute, c'est le télétravail. On a parfois du mal à communiquer avec toutes les. Ouais, mais il faut écouter la chica. Voilà. Si vous avez envoyé votre titre sur WhatsApp, mais on pensait l'avoir reçu par mail, bon ben voilà. Je pense que c'est ce que tous les Français vivent. Effectivement, Étienne Klein est en notre compagnie. Il publie Psychisme ascensionnel aux éditions Artaud, des entretiens avec Fabrice Lardreau sur la montagne. Pas que d'ailleurs. Justement, j'ai une question pour le physicien amoureux de la montagne. Est-ce que dans le vin chaud, il y a moins d'alcool que dans le vin normal? En tout cas, la sensation, c'est qu'il y en a moins. Ah, bon. Mais il ne faut pas abuser non plus. Et alors, vous nous racontiez une histoire de goutte qui rebondit juste avant l'antenne, parce qu'on a parlé vin avant. Ah, oui. Si vous mettez du vin dans un verre ou un alcool plus fort comme du rhum, si vous inclinez le verre, il y a un dépôt qui va se faire sur un côté, et puis il y a des larmes qui vont tomber. Et vous me remarquerez que juste avant qu'elles atteignent le liquide,
elles rebondissent. Et elles remontent et elles restent en lévitation. C'est-à-dire que les larmes de vin ne coulent pas dans le vin. C'est beau, les larmes de vin ne coulent pas. Parce que le taux d'alcool dans les larmes n'est pas exactement le même que dans le liquide. Combien de cuites pour observer ça, Étienne? Justement, c'est avant. Oui, c'est avant. Étienne, d'ailleurs, il vaut mieux l'observer avant la cuite. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous entend comme rarement on vous a entendu, Étienne. Ça me rend toute chose. Guillaume Meurice. Je vais changer de sujet. C'est à vous, Je vais me Guillaume. reconvertir. Les amis, actualité oblige, je vais vous parler de, évidemment, l'info du jour. Valéry Giscard d'Estaing est toujours président de la République. Alors, on a la version moderne, c'est un petit peu la version upgradée, voilà, mais on est sur la même base. Brigitte is the new Anémone, la 5G is the new Minitel, et Jean Castex is the new Raymond Barre. Voilà, tout simplement. Alors, évidemment, l'ancien Giscard est mort, ça vous le savez. On adresse d'ailleurs toutes nos condoléances à Laurent Gérard, qui perd sa meilleure inspiration. C'est un petit peu comme si André, il perdait toutes les chanteuses à gros bonnets d'un coup. Alors, non, mais c'est vrai, André. D'ailleurs, on doit à Giscard la dépénalisation de l'adultère. Et ça, Dédé, voilà, sinon vous seriez en duplex de Fleury-Mérogis. Donc on peut quand même remercier Valéry pour le coup. Et d'ailleurs, on peut le remercier pour plein de choses. Les Français l'aimaient. J'en ai rencontré plein des Français ce matin. Hommage, évidemment, et souvenirs. J'avais eu le t-shirt et tout, j'étais à ce moment-là motivée. Vous aviez le t-shirt de Giscard? Oui, Giscard à la barre. On était en fac de droit. Et, vous êtes toujours une giscardienne? Oui. Ah ouais, quand on est giscardienne, on le reste. Elle avait le t-shirt. J'étais sûr que vous en vouliez un, Giscard à la barre. Je sais que vous avez toute la collection, le Canuel Élysée, Pompidou, t'es mon chouchou. J'essaierai de vous en trouver une version collector maintenant que j'ai fait connaissance donc avec plein de giscardiens ce matin. Mais il était jeune et puis il a apporté de la fraîcheur. Puis aller chez les gens, aller dîner chez les gens, on avait trouvé ça incroyable. Est-ce que ça, c'est pas un peu la communication politique? Évidemment, oui, mais c'était bien fait. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai, la com politique, quand c'est bien fait, c'est moins douloureux. C'est comme la sodomie. Voilà. Donc, je pensais pas parler sodomie et Giscard dans la même chronique, mais vous voyez, mais dans la vie, comme ça, tout arrive. Même des admirateurs de Giscard qui critiquent les institutions. Tant qu'on ira chercher des dirigeants qui sortent de l'ENA, on aura toujours les mêmes problèmes. Mais est-ce que Giscard, il sortait pas de l'ENA? Giscard, j'ai l'impression aussi. Vous me disiez que Giscard, ça allait pour vous? Enfin, par rapport à Mitterrand, il était moins pire. Voilà. Mitterrand qui n'a pas fait l'ENA. Alors, si vous ne pigez pas la logique, je vais faire comme le gouvernement il dit, c'est que vous êtes con. Voilà, c'est que vous êtes con. Moi, j'ai pas non plus l'intelligence qu'avait Giscard. Moi, je suis la génération d'après. Je suis né en 81, année maudite. Mitterrand, c'est vraiment le pire des pires. Ça, j'avoue, à mon niveau. En 81, quand il y a eu l'élection de Mitterrand, nous avait dit, écoutez les enfants, on était à table, d'ailleurs on n'a même pas d'idée. Pour nous, c'était un deuil national. Alors, une pensée aujourd'hui pour tous les enfants de giscardiens qui n'ont pas mangé en 81, deuil national dans toutes les familles. Alors moi, la mienne, c'est en 83 que ça a été un deuil, c'est quand Mitterrand, il est mort. Enfin, politiquement. Avant, il était de gauche, puis en 83, il est mort, et puis il a dit, bon allez, fini les conneries, l'avenir, c'est Reagan, on y va, voilà. Donc moi, j'avais 2 ans en 83, mais je revois, c'est vrai, très clairement, mon père qui essayait de se couper les veines comme ça avec le tract Krasuki, c'est pour la vie. Bon, c'est une autre époque aussi. Mais Mitterrand a laissé des séquelles. J'étais déçu parce que je trouvais qu'il avait une certaine allure. L'autre qui le remplaçait faisait un peu paysan du Danube. Mitterrand faisait paysan du Danube? Ah oui, ça c'était pas la classe. Est-ce que c'est pas un peu paysan du Danubophobe, ce que vous dites? Attendez, qu'est-ce qui est pas gentil, la réalité ou ce que j'ai dit? Ah mais non, mais je sais pas, moi je demande. Je me dis, les paysans du Danube, ils ont rien demandé à un moment donné. Et en plus, Mitterrand avait quand même l'air d'un paysan comme Émeric Lomprey a l'air d'une star du fitness. Donc, non mais il faut quand même être un petit peu honnête. Mais ce qui est intéressant avec les paysans du Danube, c'est qu'ils sont étrangers. Et à l'époque, Giscard, il avait accueilli 120 000 boat people qui fuyaient le Vietnam. Et ça, les Giscardiens, ils n'ont pas oublié. À l'époque, les gens du Vietnam, oui, j'étais tout à fait d'accord. Ce sont des gens qui ont fui la misère et qui en plus étaient plus ou moins pro-français. Donc c'était intéressant d'accueillir des amis. Mais aujourd'hui, alors, les gens qui fuient la misère? Je peux rien, je veux rien vous dire. Ah bah c'est dommage. C'est dommage parce qu'on sentait pourtant qu'il y avait des choses à dire. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vrai que les Vietnamiens, sur leur embarcation, là, on sentait qu'ils aimaient la France. Ils avaient des survêtements Lecoq sportifs. C'est vrai, on le sentait à l'époque. Tiens, pour conclure, retournons voir notre giscardienne du début à t-shirt là. Je suis pas vraiment pour l'accueil des réfugiés. Je pense qu'on est un peu envahis quand même. Mais est-ce que les boat people, c'était pas pareil?
Oui, mais peut-être qu'eux, ils avaient des problèmes de politique chez eux, hein, c'était différent. Et les Syriens, ils n'ont pas de problème politique chez eux? J'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. On sait pas, non, mais on sait pas. Faudrait aller voir là-bas. Ça se trouve, Bachar el-Assad, il fait juste une grande bamboche. Et puis on n'a pas pigé. Ça se trouve, tous ceux qui fuient la misère en Afrique par canot, ils aiment bien les croisières. Et puis c'est comme ça. Si ça se trouve, Macron, il a bien pigé ça. C'est pour ça qu'il ferme complètement ses ports. Et si ça se trouve, le modernisme, c'était mieux avant. Merci Guillaume Meurice pour cette chronique un petit peu régressive, jouissive. En hommage. Étienne Klein est avec nous et abordons cet autre thème qui dit « Ne tuez pas la montagne ». C'est le cri de certains élus et des professionnels de stations de ski. Ils ont d'ailleurs saisi le Conseil d'État pour réclamer la réouverture des remontées mécaniques. Pas question d'aller en Suisse non plus, on vous voit venir, hein. C'est hordes de Français qui ont l'intention de passer la frontière. On a connu des temps où la montagne était mieux valorisée. Il existait même des égéries montagnes, des sortes d'influenceuses. Faire 50 km à ski sur le circuit des Trois-Vallées n'est pas à la portée de n'importe quel skieur. En le réalisant lundi sous un soleil radieux, M. Giscard d'Estaing a prouvé qu'il était un sportif accompli. Après 48 heures de mise en jambe, le président a retrouvé son style aisé et coulé. Tête nue en simple pullover, débarrassé des journalistes et des gendarmes qui assurent sa sécurité, M. Giscard d'Estaing est enfin en liberté. À la mi-journée, une pause réparatrice dans un restaurant d'altitude, au menu pizza, polenta, steak et gratin dauphinois. Souriant, le président bavarde avec Alors, Ah, Léo. vous en avez ça pour parler aux politiques, ça je crois. La neige est bonne, monsieur le président. Oui. Ah, les archives de l'INA. C'était FR3 Rhône-Alpes en 1975. Et le journaliste, manifestement, c'était déjà Stéphane Bern. Hein. Alors, première question que j'avais très envie de vous poser, mais je vais reprendre la formulation d'André Manoukian, qui est plus lapidaire et poétique à la fois. Étienne Klein, comment fait-on pour descendre la montagne sans la monter? Ah, c'est beau. Comment fait-on pour dire Comme le disait Bachelard, rares sont ceux qui dorment en montant. Donc il y a deux façons de grimper. Ça répond pas à la question, mais c'est classe. Mécaniques. Ça Non, fait une ça permet de citation. réfléchir. Ouais, c'est bien. La remontée mécanique ou bien avec des pots de phoque ou avec Voilà. Bah oui. ses pieds. Bah oui. Mais ce qui m'a impressionné dans le reportage, c'est l'expression 48 heures de mise en jambe. Ouais. C'est plus long que l'Ultra Trail. Est-ce que vous pensez que ce genre de décisions politiques sont le fruit de véritables réflexions, au sens où on aime les réflexions, parler du débat qui doit s'appuyer sur la connaissance, etc. Mais je pense que l'idée de fermer les remontées mécaniques a été prise sans qu'on pense qu'à l'extérieur elle marchait. Donc ça va créer un flux qu'on ne veut pas voir se produire. Donc on imagine des mesures pour empêcher que le flux ait lieu. Ça va devenir très compliqué. En plus, comment contrôler les gens à la frontière? Comment est-ce qu'on peut prouver qu'ils ont fait du ski? Ils peuvent aller dans les stations mais ne pas skier. Et donc je ne vois pas très bien comment ça va pouvoir se mettre en place. Ouais. Surtout vous qui avez allègrement franchi des dizaines de frontières pour aller gravir des dizaines de montagnes, vous nous en parlez dans ce long entretien qui est sous forme de livre Psychisme ascensionnel. Vous avez franchi beaucoup de frontières pour... Oui, mais on m'a jamais demandé si j'avais skié ou pris des remontées mécaniques. Oui, effectivement. Et vous fichez que les remontées soient fermées, vous grimpez comment vous? Ah ben moi je vais à Chamonix, que les remontées soient ouvertes ou pas, et je grimperai par mes propres moyens avec la peau de Alain phoque. Manoukian s'il est disponible. C'est vrai? Alors, vous avez... À son rythme. Ouais, bien sûr. Mais la peau de phoque, c'est génial. Franchement, Arrêtez avec les phoques, laissez-les tranquilles. Non, les mais phoques. elles sont synthétiques maintenant, vous savez. Il y a des Précisez, poils alors, que dans ça un m'intéresse. sens. Et moi j'adore faire ça. En plein hiver, vous pouvez vous retrouver en t-shirt tellement vous transpirez. Donc c'est super complet, c'est génial. Une fois, je suis tombé sur... je faisais de la peau de phoque, je montais, et c'est une Italienne, elle descendait, elle s'arrête, elle dit « Monsieur, mais pourquoi vous faites ça? Vous aimez souffrir ?» Parce qu'il y avait les téléphériques au-dessus. Étienne Klein, vous êtes souvent en relation, en dialogue avec les gens qui travaillent dans ce qu'on appelle les professionnels, qui en appellent au Conseil d'État aussi, etc., des stations de ski, tous les montagnards qui en vivent et qui parfois ne vivent que très peu de temps économiquement sur... C'est un débat compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de la montagne. En effet, les
les gens qui s'occupent des remontées, les gens qui travaillent dans les stations. Et en même temps, les gens qui font du ski sont plutôt une classe très privilégiée. Donc voilà, c'est difficile. Par contre, blague à part, ça va être une vraie catastrophe parce que tous les métiers de la montagne sont liés à ça. Je pense que ça va concerner 100 000 personnes. Les saisonniers qui vont pas venir, enfin, c'est quand même c'est un vrai désastre économique. Mais les animaux de la montagne, ils vont être bien contents. Mais les animaux, ils nous regardent passer tranquillement. Les skieurs, ils sont cool. Non, à Chamonix, c'est un vrai problème. Ils sont pas, ça va pas. Ils essayent de faire des recours, mais voilà quoi. C'était un message de l'Office de tourisme de Chamonix. Heureusement qu'André est là aussi avec Étienne Klein pour équilibrer un petit peu cette émission. Je vous remercie beaucoup, Étienne Klein. On va bientôt parler rock'n'roll avec vous également, mais un punk avec nous. C'est Aymeric Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. J'ai rien entendu. Ok, le moral est bon? Ouais. La famille? Vous avez passé une bonne semaine? Putain, mais pourquoi vous me retournez jamais les questions? Je suis transparent, c'est ça? Je suis pas important à vos yeux? J'ai pas assez de followers? C'est parce que je suis pas Guillaume Meurice? Guillaume Meurice, il est trop super. Guillaume Meurice, c'est le chroniqueur vedette. Tiens, si on organisait un anniversaire pour Guillaume Meurice. Attends, mais c'est pas son anniversaire. C'est pas grave, il est tellement super, il a 2 anniversaires dans l'année. C'est possible ça? Bah oui, regarde sa tête, il a 40 ans, et en année Meurice, ça fait 80. Mais il va bientôt mourir alors. Eh oui. Alors voilà. Bon, moi cette semaine, j'ai pas fait grand chose. Lundi, je suis allé chez Primark et je suis ressorti hier. Il y avait une queue, mais alors une queue, je veux dire une énorme queue, vraiment une queue, une grosse queue comme ça, tu vois, une énorme. Je sais pas si t'as déjà vu une queue comme ça. J'arrive, il y avait une queue. Mais alors, non, c'est parce que j'essaie d'exciter les profs de SVT qui nous écoutent. Non, parce que faut pas croire, les profs aussi, ils ont des besoins. Voilà. Tu sais, on dit toujours, ouais, ma prof de SVT, à mon avis, ça fait longtemps que sa cellule œuf ne s'est pas déplacée vers l'utérus en vue de la transmission de son patrimoine génétique. Pas du tout. Les profs de SVT, c'est les plus chaudes. Pourquoi vous croyez que les tubes à essai sont toujours aussi propres? Non, mais il y avait un monde fou à Primark. Mais j'étais là-bas, attention, j'étais là-bas pour en finir avec les violences policières. C'est un peu facile d'aller chouiner dans la rue. Il faut agir. Voilà, du coup, moi, j'ai acheté un diffuseur d'huiles essentielles et un flacon de huile de bigarade. Voilà, c'est contre le stress et la violence. Et on peut l'utiliser en manifestation. C'est par exemple, là-bas, des échauffourées. Pas de problème. Bigarade. Alors, si vous êtes noir, c'est bien d'en avoir un petit peu tout le temps sur soi. Vous pouvez en mettre derrière la nuque, ça fait du bien. Alors, bon, je vous cache pas, voilà, qu'en sortant du magasin, j'en ai bu un peu de la bigarade. Qu'est-ce qu'ils ont, tous ces magasins de fringues, à foutre de la musique de merde? C'est pas possible. Je suis sûr, le programmateur musical, il s'appelle Kylian. Tu sais, tous les soirs, il est chez lui, il fait sa playlist. Ça, c'est bien de la merde, ça, je vais le mettre, ça. Ça, c'est bien de la merde. Allô? Non, monsieur, je veux pas travailler pour Fun Radio, j'ai un chez ici Primark. Putain, tu m'étonnes que je ressorte toujours avec des trucs trop petits. Mais pourquoi t'as pas essayé, Aymeric? Parce que je connais l'album de Vianney par cœur. Avant de tester en manif, j'ai installé mon diffuseur chez moi pour tester. Et au bout de 2 heures de bigarade, voilà, j'étais super zen. Par exemple, tout à l'heure à la cantine de France Inter, il y avait un type qui raclait son yaourt comme ça. Et j'ai rien dit. Voilà, j'ai rien dit. Pourtant, je déteste les gens qui raclent leur yaourt. C'est vrai, si vous aimez tellement ça, achetez-en un deuxième. Putain. Mais c'est fini tout ça. C'est fini. Avec l'huile de bigarade, le monde va retrouver la paix. Parce que moi, je voudrais que les manifestants et les policiers se fassent des câlins. Je voudrais qu'un CRS et qu'une caissière de la Biocoop fasse un enfant, Cyril, un petit vegan analphabète. Je voudrais qu'on arrête de critiquer notre gouvernement. Le gouvernement, il fait ce qu'il peut, ok? Peut-on en vouloir à un unijambiste d'être mauvais à la marelle? Non, je ne crois pas. Si, ils sont bons, mais juste les 3 premières cases. Bon, je voudrais que tout l'argent du monde soit mis au milieu du plateau et soit redistribué de manière équitable entre tous les hommes blancs cisgenres du monde. Je suis pas sectaire, mais c'est vrai que ça ferait pas assez sinon. Alors, je voudrais que la mort n'existe plus, à part pour Kylian et les gens qui raclent leur yaourt. Je voudrais, mes amis, que toutes les radios de France se donnent la main en faisant fi des audiences. 1 million, 2 millions, mais qu'est-ce que ça veut? On s'en fout. L'important n'était pas la qualité, mais la quantité. Ouais. Et au passage, d'ailleurs, je voudrais tous vous féliciter pour vos audiences. Elles sont magnifiques. Et ça, c'est cool parce que vous allez pouvoir augmenter vos chroniqueurs. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que Guillaume, il pourra s'acheter un 2e yaourt. Merci de m'avoir écouté. Aymeric Lompré, merci Aymeric. Vous remontez sur scène bientôt pour vous aérer un peu? Oui, je remonte sur scène à La Réunion la semaine prochaine. Oh, amis réunionnais, précipitez-vous voir Aymeric Lompré. Oui. Moi, je suis le 15 décembre à Lyon pour le chant du Périnée. Mais très bien. Votre spectacle, bien sûr, qui reprendra aussi, j'espère. Et oui. Étienne Klein, vous étiez plié en 4. Oui, j'ai beaucoup ri. Ça continue d'ailleurs. Non, mais c'est vrai en plus, c'était plié. Juliette, allez-y. On vient d'avoir
avoir des petites nouvelles de Keith Richards. Le Covid et les 2 confinements successifs auront eu un effet positif autant qu'inattendu sur le guitariste des Rolling Stones. Il a arrêté le tabac et l'alcool. Autre bonne nouvelle, il en a profité pour se mettre au jardinage. Et alors, cerise sur le gâteau de la bonne nouvelle, à présent, il chante aussi en français. J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. C'est Keith Delpech? Non, c'était précisément Michel Delpech qui nous chantait, Richards. voilà, qui nous chantait le chanteur. Alors on parle pas de Keith Richards par hasard. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup aimé l'émission, mais là, je trouve que ça a pris une mauvaise tournure. Keith Richards, alors c'est vrai que dans ce livre Psychisme ascensionnel, vous parlez de Spinoza, vous parlez de Nietzsche, vous parlez d'Einstein, et puis pouf pouf, vous parlez, et à intervalles réguliers, de Keith Richards. Pas Mick Jagger, Keith Richards. Oui, d'ailleurs, il fait partie de la lignée des philosophes. Il y a un professeur d'Oxford qui a écrit un livre qui s'intitule The Keithism. Et à partir des interviews de Keith Richards, il a montré en quoi il pensait en phase avec certains grands philosophes. Donc c'est un livre de philosophie sur Keith Richards. Et alors, moi j'ai relevé une phrase que vous écrivez à propos de lui. Vous dites qu'il a un art de l'existence qui le rend rayonnant, joyeux, épanoui. Lui, l'ex-toxico, resté pendant 30 ans à l'arrière-plan. Oui, quand vous regardez des vieux concerts des Stones, il est toujours un peu caché, timide, et puis maintenant il est rayonnant, il est en avant. Et il y a un parti écologiste américain qui vient de se créer et qui a choisi comme devise: il faudrait qu'on commence à s'inquiéter de l'état de la planète que nous allons laisser à Keith Richards. Et alors vous êtes un vrai fan des Rolling Stones. D'ailleurs, bon, alors ça ne se voit pas, c'est à la radio, mais vous allez ouvrir votre veste. Voilà. C'est vrai, c'est un t-shirt. Et qu'est-ce que c'est ce t-shirt? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Stones are rock and roll. C'est un t-shirt que je mets une fois par an, je l'ai mis aujourd'hui, c'est un hasard. Non, je ne savais pas que vous parleriez des Stones. Mais dans le dernier livre, le prix Goncourt de cette année, Hervé Le Tellier, L'Anomalie, il y a une phrase, c'est un livre magnifique, incroyable, mais il y a une phrase avec laquelle je ne suis pas d'accord. Il dit vieillir, c'est avoir adoré les Stones et se mettre à leur préférer les Beatles. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de vieillir. Oui. Parce que j'ai le même âge que lui, Hervé Le Tellier, et on n'a pas la même approche de cette question fondamentale. Ça pose la question de la relation au temps qui vous interpelle autant. Les Stones, ils jouent depuis 60 ans quasiment, et les Beatles, ils ont duré 10 ans. Oh, c'est vache. Non, mais je veux dire, Comme ils vont être dégoûtés s'ils écoutent l'émission. Comme vous clashez les Beatles. C'est un fait. Mais surtout que vous, en fait, vous êtes monomaniaque. C'est pas seulement avec les Stones. Vous dites que vous aimez, vous avez 3 passions: la montagne, la physique et les Stones. Et vous avez du mal avec la campagne, la chimie et les Beatles. J'ai pas dit que j'avais du mal avec les Beatles. Ah, c'est écrit. Ah vous bon permettez? Ça a dû m'échapper à l'oral et ça m'a échappé à la C'est la faute de Fabrice Lardreau alors qui a mené l'entretien. Voilà. Non, mais je suis monomaniaque, ça c'est vrai, mais de plusieurs façons. C'est-à-dire? Il y a plusieurs thèmes qui font que la monomanie se déplace et ne se trouve pas toujours au même endroit. En fait, il est polymaniaque. Voilà. Ah, d'accord, c'était le diagnostic. Je dirais même trimaniaque, pour être précis. Juliette Arnaud, peut-être allons-nous déceler d'autres maniaqueries chez Étienne Klein grâce à un questionnaire que vous avez préparé avec soin, n'est-ce pas? Un questionnaire, c'est des réponses, c'est des questions vraiment débiles. Et... Le questionnaire de Parjupy-Proust. Et on attend, voilà, Parjupy-Proust, et on attend des réponses courtes. Sur l'échelle qui va de 0 à 10, de l'alpinisme avec un grand A, 10 étant Maurice Herzog, 0 étant une moissonneuse-batteuse, à combien vous situez-vous? 4, mais en échelle logarithmique. Ah, c'est-à-dire il fait des réponses, on comprend rien. Comme 5, c'est 10 fois plus que 4. Ah, Là, on fait semblant d'avoir Moi, j'ai fait ah, okay. Moi, j'ai rien compris. Oui, bien sûr. Avec quelle femme politique êtes-vous OK pour vous encorder? Waouh. Je peux vous souffler un truc si vous voulez. Valérie Pécresse. J'ai vu hier, elle allait en pleine forme. Allez. Bien. Pas de passe Navigo pour la montagne, mais bon. Avec qui de Spinoza, Einstein ou Nietzsche vous refaites le GR20? Einstein. Pourquoi? On a des choses à se dire. Oula. Très bien, ça sent il a des choses à m'expliquer. C'est vrai que le GR20, c'est fait pour régler ses comptes. Avec qui de Spinoza, Einstein ou Nietzsche vous faites vos courses à G20? Nietzsche. Pourquoi? Pour qu'il m'explique ce qu'il y a dans Humain trop humain.
Ouais, bah ça tombe bien, moi je veux bien voir la réponse aussi. Qui chante le mieux la montagne selon vous? Lui? Que la montagne est belle. Ou lui? C'est-à-dire Jean Ferrat ou Marvin Gaye? J'allais dire le second choix en entendant le premier, mais après avoir entendu le deuxième, je choisis Jean Ferrat. Ça n'a pas un compliment, une saloperie là même. Immédiatement. Il y a beaucoup de clins célèbres auxquels va votre préférence. Gérard l'Instit, Yves et son bleu ou quand Monsieur Klein et Alain Delon? Yves, même si celui de Monsieur Delon m'a joué des tours dans ma vie, mais Yves Klein avec son théâtre du vide, en plus du bleu. Très bien. Est-ce que vous connaissez une blague de scientifique? Moi j'en ai une sinon. Allez-y, puis je dirai si je la connais. Ok, alors combien faut-il de mathématiciens constructivistes pour changer une ampoule? 0. Ils ne croient pas aux rotations infinitésimales. Pas mal, je ne sais pas. On a rien. Merci Juliette. Mais c'est pas grave, vous pouvez réécouter en podcast tout ce qui est réponse algorithmique, pas de problème. Merci beaucoup Étienne Klein d'avoir passé ce moment avec nous. On a vécu un très très bon moment en votre compagnie et on en vit aussi un très bon en vous lisant. Ce long entretien sous forme de livre, Psychisme ascensionnel, dans la collection Versant intime des éditions Artaud. Merci beaucoup. Merci à vous tous les amis. Je vous dis à demain. Il n'y aura pas d'invité parce que après avoir reçu Étienne Klein, c'est dur de faire mieux, voilà. Je sais pas comment tu fais pour mentir aussi bien. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui m'a appris. Sérieux? Il y a 5 minutes, Maggie était sûre d'elle. Moi, vivre en province, jamais. Mais il y a 4 minutes 30, elle est allée sur Se Loger. Et là, waouh, la taille des jardins à Angers. Eh oui, le monde change. Et vous aussi, vous êtes libre de changer. Se Loger.